Salut tout le monde. Je pense qu'on va commencer l'atelier. Puis, comme d'habitude, je fais une présentation. Donc, bienvenue à tous dans cet atelier. Donc, ce sera notre cinquième atelier. Donc, moi, c'est Issam Ouad, agent chargé de développement de projet avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le CDN. Donc, aujourd'hui, on va faire un atelier sur la nouvelle réalité sociale entre les collègues, qui va être animé par Stéphanie Maillet. Puis aussi, juste vous rappeler que ça fait partie aussi d'une série d'ateliers qui est organisée par le CDN, notamment les services en développement économique et communautaire. Donc, puis ce projet ne serait possible sans l'appui financier de Emploi et Développement Social Canada, EDC. Et tel que mentionné dans nos courriels de rappel, cet atelier sera enregistré et des captures d'écran seront faites à des fins promotionnelles. Donc, c'est ça. Puis, je te passe la parole à Stéphanie et mon atelier. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Merci d'être là. Donc, je vais prendre un petit 30 secondes juste pour m'introduire pour ceux et celles qui n'auraient pas assisté aux séances précédentes. Donc, juste un petit peu par rapport à mon background, pourquoi c'est moi qui offre ces ateliers-là, puis en quoi je suis qualifiée. Fait que j'ai un baccalauréat en psychologie de l'Université de Moncton. J'ai aussi un PhD en psychologie du travail et des organisations de l'Université de Sherbrooke, où je me suis spécialisée notamment en gestion des ressources humaines, comportement organisationnel et en santé mentale en milieu de travail. Je suis aussi professeure à temps plein depuis 2013 à l'Université de Moncton à la faculté d'administration, où j'offre tous les cours là, dans les domaines que je viens de mentionner. Et je suis aussi consultante pour la firme Fairwinds Training and Development, où j'offre la consultation, mais aussi des formations en milieu de travail. Et je suis aussi facilitatrice, animatrice avec la société Mono Chapelle en tout ce qui a trait à la santé mentale en milieu organisationnel. Alors ça me tient bien occupée, tout ça. J'ai aussi un petit garçon de 5 ans. Je suis maman monoparentale. Donc là, ça fait 2 semaines qu'il est de retour à la garderie. Donc, vous n'aurez pas l'occasion de le rencontrer aujourd'hui. Peut-être qu'une couple de semaines passées, il aurait venu s'installer sur mes genoux pendant que je tenais l'atelier. Mais là, c'est plus le cas. Donc, je peux me concentrer là, à 100% sur vous. L'atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment un atelier qui est plus le fun, plus light en termes de contenu, la nouvelle réalité sociale entre collègues, à quoi ça va ressembler, surtout avec le retour au bureau. C'est sûr que les choses ne se passent plus comme ça l'était auparavant. Il faut essayer de trouver des stratégies un petit peu plus innovatrices, créatives pour tisser des liens entre les collègues, pour maintenir aussi la collaboration, la coopération dans les projets. Fait qu'on va voir ensemble cet après-midi 4 thèmes. On va voir dans un premier temps c'est quoi les impacts de la distanciation sociale sur les relations au travail. Ensuite, je vais vous partager une petite liste d'activités sociales qui sont créatives, intéressantes pour promouvoir la socialisation à distance. Pendant que je faisais des recherches justement pour trouver des activités, je me suis dit que ce serait très intéressant même à implanter dans mon milieu de travail. À mon avis, ça paraît vraiment le fun comme petite activité. Fait qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Ensuite, les 2 derniers points, comment instaurer et développer une communauté de soutien, d'entraide et d'appartenance et comment favoriser aussi l'alignement des activités et des projets d'équipe pour maximiser la productivité. Dans un premier temps, je vais vous demander d'aller sur vous allez sur paulev.com/.
Stéphanie MAI 171. Je vous pose la question sur une échelle à 3 niveaux. Jusqu'à quel point avez-vous vécu un manque de socialisation pendant le confinement? Donc, A, je n'ai pas vécu un manque de socialisation. B, j'ai parfois vécu un manque de socialisation. Et C, j'ai vécu un grand manque de socialisation. Lorsque je parle de socialisation, je veux dire vraiment les occasions d'échanges en direct, les échanges sociaux, etc. Si vous me permettez, je vais juste faire un copy-paste du lien. Je vais le placer dans le chat. Comme ça, si vous avez la difficulté, vous avez juste à cliquer sur ce lien-là. Puis moi, je peux voir en direct vos réponses. Je ne vais pas les partager, puis c'est anonyme, hein? Je ne peux pas voir qui a mis quoi, donc gênez-vous pas. Je vois juste des pourcentages. Je vous donne une minute, là. Moi, c'est en train de me dire you need an account. Ça J'ai cliqué se sur le peut. lien. Oui, ça se peut. Je pense qu'à un moment donné, en quelque part sur la page, il y a un bouton, tu peux peser skip. Ou tu n'as pas besoin de t'inscrire. Je vais aller cliquer sur le lien de nouveau. You Si need ça an account fonctionne. before you can register with Stephanie Maya. Log in to poll everywhere. OK. Si ça ne fonctionne pas puis tu te sens à l'aise, tu peux mettre ta réponse dans le chat ou tu peux m'envoyer une réponse privée. Je pense que tu peux loguer in juste avec, tu as des options sur Google, donc avec ton compte Google. Donc, tu fais juste sign in avec Google, puis tu continues. Peux-tu répéter la question, Stéphanie? Sur une échelle à 3 niveaux, jusqu'à quel point avez-vous vécu un manque de socialisation? A, aucun manque. B, manque de socialisation occasionnelle. Et C, un grand manque de socialisation. OK, parfait. Donc, selon les réponses que je vois, il n'y a personne qui a dit « Moi, j'ai vécu aucun manque de socialisation, tout était beau. » Fait qu'il n'y a personne qui a répondu ça. La majorité, c'est B. Donc, un manque occasionnel de socialisation pendant le confinement, c'est sûr qu'à certains moments, on se sentait un peu isolé, on voulait un peu de socialisation, peut-être que les occasions auxquelles on avait accès pour socialiser, c'était très limité, surtout si on habite seul, par exemple, ou on n'a pas accès à des systèmes électroniques, etc. Je sais que moi, j'ai 2 sœurs. On est extrêmement proches au point où on se voit 3, 4, 5, 6, 7 fois par semaine. Fait que pendant la pandémie, c'était extrêmement difficile de ne pas pouvoir se voir, surtout du point que ma nièce est née à la fin février. Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer une fois. Puis là, on ne l'a pas vue pour plusieurs mois. Ça a été difficile. On a décidé d'utiliser Messenger. Fait qu'on se voyait virtuellement. On faisait des vidéos plusieurs fois par jour, là, je dois avouer. Puis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Fait qu'on se sentait quand même un peu... il y avait ce manque-là. On a fait ce qu'on a pu. On a joué des jeux en ligne, etc. Mais c'est vraiment pas la même chose. Il y a aussi un tiers d'entre vous qui avait dit que vous avez vécu un grand manque de socialisation. Donc, plus qu'on a vécu un grand manque de socialisation, plus la période de confinement
aurait été difficile. Pourquoi? Parce que l'accès à du soutien social, c'est une des meilleures façons de contrer les effets négatifs de la pandémie, du confinement. Puis si on n'a pas accès à ces réseaux sociaux-là, selon notre préférence, ça peut causer plusieurs difficultés. Donc, merci à ceux et celles qui ont eu la chance là, de répondre. Je veux juste aborder le fait, est-ce que vous connaissez ça, les styles de personnalité, introversion, extroversion, ambiversion? Vous pouvez peut-être juste me faire un petit signe de tête. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Fait On a ambiversion. OK, parfait. Fait que je vais l'expliquer. L'introversion, c'est lorsque, puis là, ça devient vraiment complexe, là, mais je vais rendre ça, je vais aller vraiment à la base de ça. L'introversion, ça veut dire qu'on puise notre énergie, nos ressources lorsqu'on est seul. On a besoin du temps à nous-mêmes pour s'énergiser, se ressourcer. Ça veut dire que le besoin de socialisation, généralement, est moins important pour les gens qui sont introvertis. Les gens qui sont extrovertis, pour se ressourcer, ont besoin de socialiser, ont besoin d'être entourés de plusieurs personnes. Plus qu'il y a de monde, mieux que c'est. Donc, la distinction pour une personne introvertie, si on a une semaine super chargée où on doit interagir avec des gens toute la semaine, on va se sentir épuisé. Puis à la fin de semaine, on va vouloir du temps pour nous, juste pour relaxer, se ressourcer. Des gens extravertis, c'est le contraire. Plus qu'il y a de gens avec qui interagir, avec qui socialiser, le mieux que c'est. Lorsqu'une personne extravertie a du downtime, ça va pas bien, là. Ils ont vraiment besoin de cette socialisation-là. Les gens extravertis vont chercher l'interaction. Donc, pour les gens extravertis qui, tout d'un coup, ont dû se confiner, ça a été même plus difficile pour eux que pour les gens introvertis. L'ambiversion, c'est on est au milieu, OK? Donc, on n'a pas toujours besoin d'être seul, mais on n'a vraiment pas toujours besoin d'être entouré de gens. Les personnes ambiverties, ça va être les personnes qui ont un cercle social restreint, puis on aime beaucoup, puis on veut passer du temps avec nos proches, notre famille, nos amis, sans nécessairement que ce soit des gros événements sociaux. OK? Fait que l'ambiversion, c'est juste le point milieu entre l'intro et l'extroversion. Donc, dépendamment où vous vous situez sur ce continuum-là, le confinement, la pandémie aurait pu être plus ou moins difficile pour vous. Alors, moi, je suis plus à l'échelle d'introversion, personnellement. J'ai besoin de beaucoup de temps pour me ressourcer. La fin de semaine, j'aime être seule, faire mes propres choses. Si on me dit on a quelque chose vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin, dimanche après-midi, dimanche soir, pour moi, c'est stressant. Pour d'autres personnes, si on leur dit « tu n'as rien en fin de semaine », pour moi, ça serait l'idéal. Je serais tellement contente. Pour d'autres personnes, ça serait vraiment comme « oh my God, il faut que je trouve quelque chose à faire ». Fait qu'on est tous différents. Alors, c'était juste un point que je voulais aborder. Puis ça permet d'expliquer une façon, là, pourquoi certaines personnes ont vécu le confinement plus difficilement que d'autres. Ça va? Parfait. OK. Alors, si on regarde les impacts de la distanciation sociale sur les relations au travail. Donc, j'ai trouvé une citation que j'ai beaucoup aimée. J'ai mis la source au bas de la diapositive. La pandémie liée au coronavirus a profondément bouleversé nos modes d'interaction sociale. Fini les embrassades et les poignées de main chaleureuses, place à la distanciation et à l'évitement. Si l'on peut s'en accommoder pendant un temps, que va-t-il se passer sur le long terme?
Alors, on est tellement habitué d'arriver au bureau, de rencontrer des gens, puis offrir la main. On va se faire des serrés de main pour des personnes qu'on est plus proche avec, des embrassades chaleureuses. On se retrouve dans une situation où on doit dévier de nos habitudes. Puis ça, c'est vraiment difficile. Puis malgré qu'on peut, on peut se dire, OK, ben c'est juste, ça va pas durer pour toujours, on va y revenir. L'affaire, c'est qu'on ne le sait pas pour 100% sûr qu'est-ce qui va arriver. Fait qu'il faut trouver comme d'autres moyens, surtout dans un contexte culturel où, par exemple, moi, j'ai été apprise dès un jeune âge qu'une marque de professionnalisme, c'est de donner une poignée de main forte. Puis là, tout d'un coup, quand je vais me retrouver devant des clients, ben là, on fait plus ça. Fait que pour moi, ça comme enlève un petit peu de mon sentiment de professionnalisme, mon sentiment de crédibilité. Puis à un moment donné, il faut un peu prendre un recul puis dire, OK, ben c'est ça que c'est. Comment qu'on va faire pour justement recréer des habitudes professionnelles? Puis je n'ai pas la réponse à ça, je ne sais pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va changer, puis on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, quels ont été les impacts sur la distanciation sociale? La première chose, c'est qu'on a créé un cercle social qui a été réduit au strict minimum. On a été obligé, dès le départ, de faire des choix. Lorsqu'on a pu avoir nos bulles, c'était de choisir avec qui on va créer cette bulle-là, qui on va laisser de côté, qui sont les personnes qui ont le plus besoin de nous. Alors, si je vous donne un exemple, puis je suis certaine que vous pourriez m'en donner plusieurs aussi, à un moment donné, c'était une question de moi, j'ai besoin de quelqu'un, des fois, pour garder mon garçon. Ben, qui je vais choisir? Fait que là, j'avais ma tante, j'avais la marraine, puis j'avais la grand-maman qui disait moi. Fait que là, c'est OK, ben là, il faut choisir. Mais là, il y a aussi mon chum qui voulait voir sa famille. Mais là, c'était de dire, ben, on ne peut pas voir tout le monde. Fait à un moment donné, il faut décider, là. Fait qu'est-ce qu'on décide? Fait que là, on est arrivé à une décision. Quelques semaines plus tard, on a eu un décès dans la famille. Un décès d'une personne proche. Puis avec la pandémie, ben là, il fallait prendre une décision. Est-ce qu'on met de côté les règles de confinement, puis on se met ensemble en famille pour se mettre ensemble comme soutien? Est-ce qu'on le fait virtuellement? Ça a été vraiment hyper difficile. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu à faire ces choix difficiles-là. Donc, c'était vraiment de faire le tri dans nos relations. On a vu aussi une raréfaction des nouvelles rencontres. Si auparavant, on aimait le networking, on aimait rencontrer des nouvelles personnes, là, on a été obligé de mettre un frein là-dessus. Ça a été difficile aussi. On a eu beaucoup moins de sorties dans les lieux de sociabilité. Hein, il n'y avait plus d'affaires, on allait au milieu essentiel, puis c'est tout. Puis même à ça, on allait à l'épicerie, puis ce qui arrive, c'est qu'on a peur. On a peur des autres. Ça crée, même jusqu'à un certain point, une phobie sociale. On a tellement peur de rencontrer un potentiel contaminant. On a peur de qu'est-ce qui arrive si... puis la peur, ça nous donne une tendance aussi à nous rendre plus méfiants, même des fois agressifs. J'ai déjà vu, puis moi, je l'ai senti aussi, tu sais, à l'épicerie, t'es avec ton panier, puis t'es en ligne, t'as la distance entre toi et la personne devant toi, puis là, tout d'un coup, t'as une personne qui passe juste à côté de toi. Fait, tu te sens frustré, puis tu sais, puis il y a des gens qui vont utiliser l'agressivité et dire « Hey, t'es pas supposé te dépasser! » Puis, tu sais, on l'a vu, que ce soit des vidéos dans les médias sociaux ou qu'on l'ait vu en personne, ça crée
des réactions qu'on n'aurait pas autrement. Ça serait plus le côté négatif de la distanciation. L'autre côté, c'est on a créé une plus grande solidarité entre les proches, entre les communautés, puis ça inclut les lieux de travail. Les gens avec qui on a comme eu l'occasion avec qui on a pu interagir, ça crée une solidarité, ça crée des liens beaucoup plus forts parce qu'on est tous dans le même bateau, on vit toutes les mêmes difficultés, puis on essaye tous de trouver des façons de se soutenir. Je sais que chez nous, à chaque fois que j'allais à l'épicerie, j'appelais tous les membres de ma famille. Puis on est plusieurs, là. J'appelais comme 25 personnes. Avez-vous besoin de quelque chose? Si oui, je vais vous l'acheter, puis je vais aller vous l'amener chez vous, je vais le laisser devant votre porte, puis je vais m'en aller. Je faisais pas ça avant, là. C'est pas vrai que j'appelais 25 personnes savoir as-tu besoin de quelque chose au Sobeys? Non, non. Ça a créé une certaine communauté. Puis ça, c'est super intéressant. Puis c'est un point positif du confinement. Puis aussi, on a pu créer des occasions de socialisation avec des outils numériques, avec des vidéo chats, avec des... peu importe l'outil que vous utilisez, puis ça crée vraiment des occasions ou des meilleurs alliés pour la socialisation. Ça nous a permis de développer aussi nos capacités numériques, nos compétences électroniques. Fait que ça, c'était un bon point aussi. Donc, là, on arrive, le retour au bureau, mais il y a quand même des règlements de distanciation, mais on veut être capable de se parler, on trouve ça difficile. Fait que, autre que, tu sais, le masque, se laver les mains, puis toutes les règles d'hygiène, puis tout ça, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter les liens ou mettre en place des activités sociales créatives et intéressantes? J'ai fait une petite recherche, j'ai mis ceux-là que je trouvais intéressants. Il y en a probablement plusieurs d'autres. Si vous avez d'autres idées, écrivez-les dans le chat. La première chose, puis qu'on a vu beaucoup, c'est de programmer des pauses café virtuelles. Fait qu'un peu comme ceci, mais au lieu que ce soit un atelier formel, puis au lieu de vous retrouver dans la salle de détente ou la salle de réunion ou dans la cafétéria ou peu importe, on fait une réunion comme ça puis on prend notre café ensemble. C'est notre pause de 15 minutes en avant-midi, en après-midi. Ça peut être le lunch aussi. Puis on jase. C'est pas la même chose, mais au moins, c'est quelque chose. Une autre activité, c'est de choisir une thématique que vous pouvez partager chaque semaine. Chaque semaine, par exemple, semaine 1, ça serait chacun partage une recette. Deuxième semaine, chacun partage son livre préféré, son émission préférée, son film préféré. Vous allez chercher une citation que vous aimez beaucoup. Vous partagez un talent caché. Qu'est-ce qui est quelque chose que vous avez vraiment un talent puis il n'y a personne qui le sait? Donc, c'est un partage, des lieux de vacances, etc. Donc, une thématique, vous partagez vos choses préférées, vous expliquez pourquoi, ça peut peut-être donner des idées aux autres. Une autre, c'est une activité que, en fait, je fais avec mon garçon, puis ça peut être avec mon conjoint aussi, puis ça peut être fait avec n'importe qui. Je le fais en famille parfois, jamais en milieu professionnel, mais je peux voir, ça serait super intéressant. L'activité high-low. Fait qu'à la fin, ça peut être à la fin de la journée, la fin de la semaine, à la fin d'une réunion, chaque personne dit qu'est-ce qui a été votre high de la semaine, votre point le plus positif et quel a été le low de votre semaine. Quel a été le point qui a été un peu plus difficile. Il y a beaucoup de personnes qui décident de faire juste le high de la semaine puis d'éliminer le low. Parce que les gens ont parfois tendance à plutôt se concentrer sur le négatif. Donc, si on veut créer un milieu social plus positif, moi, je recommanderais de mettre en place une activité high où vous dites une chose qui s'est bien passée, une chose que vous avez bien appréciée. Ça ressemble aussi à une activité de gratitude. Donc, vous dites quelque chose un point positif. L'autre, c'est faire un défi, un concours marche
lecture, boire de l'eau. Fait que, OK, cette semaine, on a un défi. Tout le monde doit marcher un minimum de 3000 pas par jour. La semaine d'après, ça va être un genre de book club où vous choisissez un livre que tout le monde va lire, puis vous partagez ce que vous avez aimé du livre, moins aimé, etc. Et de l'eau, ben, tout le monde doit, le concours cette semaine, tout le monde doit boire au moins 1 litre d'eau par jour, c'est ça? Ouais, whoop. Puis, c'est un petit concours. Puis, ça qui est le fun, c'est que vous faites des suivis, puis vous pouvez aussi vous donner des récompenses par la suite. Quelque chose pour, changer le mal de place, là, comme on dirait. Le jeu des points communs, ça, je trouve ça super le fun. En équipe de 2, virtuellement, bien sûr, vous avez 5 minutes pour trouver 10 points en commun. Puis après ça, vous devez partager les choses que vous avez en commun. Ça peut paraître facile, mais si je vous dis, moi j'aime lire, puis la personne dit, non, pas moi. Ah, OK. Moi j'aime faire du sport. Non, pas moi. Ah, OK. Moi j'aime écouter la télé. Non, pas moi. Fait que c'est difficile parfois de se trouver des points en commun. Puis c'est pas des choses très, très faciles comme, j'aime dormir. Là, tout le monde, probablement, la majorité des gens aiment dormir, fait que c'est un point commun qui est facile, mais c'est d'essayer de trouver des choses un peu plus hors de l'ordinaire. Le jeu de photos, fait que là, vous partagez des photos soit de vos enfants ou de vos petits-enfants ou de vous-même comme enfant, vos animaux, vos activités personnelles préférées. Puis là, les gens doivent deviner à qui appartient la photo. Un autre point, c'est le jeu 2 vérités, 1 mensonge. Chaque personne compte 3 très courtes anecdotes, dont 2 sont la vérité, puis il y en a un qui est un mensonge, puis les gens doivent choisir lequel est un mensonge. Puis souvent, ça peut être assez étonnant quand on se rend compte c'est quoi les vérités, puis quel est le mensonge. Ça nous permet de voir un côté différent de nos collègues. Le jeu, préférez-vous ceci ou cela? Est-ce que vous préférez la neige ou le soleil? Est-ce que vous préférez marcher en nature ou à la plage ou dans les montagnes? Est-ce que vous préférez des films d'horreur ou comédie? OK, donc vous faites une liste, puis là, les gens cochent. Un autre, c'est de reconnaître les bons coups de vos collègues. Il y a une plateforme Encourage où les gens, lorsque vous constatez un collègue a fait un bon coup, a fait quelque chose que vous avez apprécié, vous allez sur cette plateforme-là, puis vous l'écrivez. Puis tout le monde a accès. Aujourd'hui, peu importe, Gwen m'a amené un café au bureau. Puis là, tu le mets, c'est des choses qui peuvent passer inaperçues, mais quand on décrit « Aujourd'hui, telle personne a fait telle chose, merci beaucoup », ça donne une reconnaissance sociale, puis qui n'aime pas ça d'être reconnu? C'est le fun. Dernier point, le cadeau bureau, c'est un peu un spin-off du Secret Santa. Vous vous donnez un budget de 5 $, 10 $, gros maximum, là. Puis, vous faites un échange cadeau. Vous donnez quelque chose à quelqu'un, puis ça peut être un cadeau qui vous rappelle de cette personne-là, ça peut être un... peu importe. Fait que voilà, quelques petites activités, super le fun, ça pourrait durer très longtemps si vous choisissez de les appliquer. Puis c'est ça, ça donne juste un petite vibe là, de social dans le milieu de travail, puis tout peut se faire virtuellement. Puis ça nous amène à apprendre de nos collègues aussi, d'apprendre des choses qu'on ne connaissait pas des autres auparavant. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez déjà pensé à d'autres activités que vous pourriez faire, que j'ai pas? Il y en a des centaines, mais des activités que peut-être vous avez particulièrement appréciées? Si oui, vous pouvez l'écrire dans le chat. Mon chat est ouvert, je pourrais le voir. Donc, comment instaurer une communauté de soutien, d'entraide et d'appartenance?
Outre les activités sociales, telles que je viens de nommer ou d'autres, je reviens sur l'avant-dernier point de tantôt, c'est soyez reconnaissants. Tout le monde vit des moments difficiles en ce moment. Okay? Tout le monde a la difficulté, c'est difficile. Lorsqu'on voit le côté positif, lorsqu'on est capable de reconnaître les bons coups des autres, ça peut être minime, là, ça n'a pas besoin d'être des grosses choses. Les gens se sentent bien, puis ça crée un sentiment d'appartenance, de communauté. Soyez à l'écoute. Ici, je vais faire un bémol. C'est important de discuter de nos inquiétudes, de nos préoccupations, des choses qui sont peut-être difficiles pour nous, mais il faut éviter de toujours être négatif. Donc, je vais le dire en anglais, there's a time and a place, OK? S'il y a vraiment quelque chose qui vous ronge le cœur, puis que vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez parler, la personne qui reçoit cette personne-là, soyez à l'écoute. Mais à un moment donné, soyez un peu mindful de l'énergie que vous amenez au bureau. Si vous êtes toujours négatif, toujours en train de parler des choses qui sont difficiles, ça va être difficile à ce moment-là de créer une communauté positive de soutien, d'entraide et d'appartenance. Okay? Donc, c'est un peu de trouver un équilibre. On ne veut pas non plus éviter tout ce qui ne va pas bien, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, mais on ne veut pas se concentrer exclusivement là-dessus. Soyez patients. On est tous en train d'apprendre des nouvelles façons de faire. On est en train de désapprendre pour apprendre. Puis lorsqu'on désapprend, on fait des erreurs. Okay? Il faut être très patient. Il faut laisser la place aux erreurs. Il faut être tolérant. Puis si on voit qu'il y a quelqu'un qui a la difficulté à comprendre, ça peut être des outils technologiques, des nouvelles façons de faire, aidez lorsque vous pouvez. Okay? Pour certaines personnes, cette phase de transition, d'apprentissage est plus difficile que pour d'autres. Donc, soyez conciliants, ça veut dire que aidez les autres. Lorsque vous voyez qu'il y a des gens qui ont des difficultés, approchez ces personnes-là, offrez votre aide, offrez votre soutien. Révisez vos attentes. Donc ici, c'est vraiment en termes d'objectifs de travail, en termes de priorité. Vous n'allez pas être capable de tout faire tout en même temps, parfaitement, tout de suite. Okay? Donc, il faut vraiment faire une révision de quelles sont les tâches à faire, les projets à effectuer, lesquels sont prioritaires. Puis, est-ce qu'on peut réviser nos attentes par rapport à ces projets-là? Okay. Profitez des séances de debriefing. Lorsque vous réalisez un travail, un projet d'équipe, et que vous avez soit terminé le projet ou vous avez fait un gros travail, prenez le temps de faire du debriefing. Ça peut être tous les vendredis après-midi, 15 minutes. OK, semaine est finie, comment ça a été? C'est un bon moment de dire high, low. Vous donnez un chronomètre à tout le monde. Vous avez 1 minute, 30 secondes pour dire ce qui n'a pas bien été, 30 secondes pour dire ce qui a bien été. Puis là, j'ai fait un point. J'ai commencé avec les 30 secondes, ce qui n'a pas bien été, pour terminer avec ce qui a bien été. On ne veut pas terminer sur un point négatif. On veut terminer sur un point positif. OK? Puis si on se donne 30 secondes puis un chronomètre, ça fait en sorte que les gens vont apprendre à dire l'essentiel puis s'arrêter là. OK? Puis là, les personnes, les gestionnaires, par exemple, ou les responsables de projet peuvent prendre en note les points, les points qui reviennent souvent puis les traiter par la suite. OK? Puis si on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui revient souvent, c'est difficile, c'est un indice qu'il y a quelque chose à faire. OK? Puis finalement, prenez soin de vous comme de vos relations. Donc, on parle j'en ai parlé au premier atelier, toute l'affaire de self-care. C'est très important, mais c'est aussi important dans vos relations sociales. OK?
assurez-vous de reach out, demander aux gens comment ça va. Tu sais, tous les chats, là, les chat rooms, puis tout ça, c'est aidant de maintenir une communication pour voir comment ça va, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit réviser ensemble. Est-ce que ça va? OK. OK. Je pense que c'est ma dernière diapositive. C'est un point important. Comment favoriser l'alignement des activités et des projets d'équipe, des comités, des conseils, des partenariats, peu importe, là, lorsque vous travaillez plusieurs personnes ensemble sur une même tâche ou un même projet, comment on peut maximiser la productivité, surtout lorsque c'est fait à distance. La première chose, premier point, planning, planning, planning. Quand on ne prend pas le temps de se préparer à l'avance, je pense qu'il y a une citation, je vais essayer de le dire en anglais, là. When you fail to prepare, you prepare to fail. Je ne sais pas si je dis ça correctement, mais je pense que vous comprenez le message, là. C'est lorsqu'on prend le temps de planifier, on se sauve beaucoup, beaucoup de problèmes à long terme. Fail to plan, plan to fail. Merci, c'est ça. Ça veut dire la même chose, je l'ai juste dit différemment. Donc, moi, je vais vous partager ce que je fais. Puis si jamais ça vous intéresse, je peux vous partager mon document. Tous les matins, avant de débuter quoi que ce soit, je planifie ma journée. Tous les matins. Puis je planifie plusieurs choses. Donc, moi, je me réveille à 4h30 le matin et je me couche à 10h. Puis j'ai ma journée de planifier aux 30 minutes. Surtout pendant la journée de travail. Pourquoi? Parce que j'ai 1001 projets on the go. Puis si je n'ai pas planifié ma semaine, je ne sais plus où mettre mes énergies, je viens extrêmement stressée. Si j'ai décidé au début de la semaine, OK, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Quelles sont mes priorités? Et pour chacune de mes priorités, quelles sont les tâches prioritaires? Je sais que je vais avancer sur l'essentiel, puis ça me permet de mettre de côté tout le reste, tout le bruit. Donc, moi, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça, c'est mon daily planning. Fait qu'à chaque demi-heure, j'ai une ligne que je complète. Puis là, ici, j'ai top, c'est en anglais, top priorities. Je m'en laisse seulement 3 ou 4 par jour. C'est vraiment facile de dire tout est une priorité. Ça me force à déterminer quels sont mes top 4, puis je me concentre juste là-dessus aujourd'hui. Un de mes gros problèmes quand je suis au bureau, c'est que je ne mange pas. Je viens tellement stressée que je me dis j'ai pas le temps de manger, puis je ne mange pas. Fait que j'ai commencé à me faire un genre de meal plan. Fait que je décide le matin même qu'est-ce que je vais manger pour le déjeuner, pour le dîner, pour le souper, puis mes collations. OK? Ensuite, j'ai une section, c'est gratitude. Tous les matins, j'écris une chose that I'm grateful for. Ça me permet de commencer la journée sur le bon point. J'ai aussi une section budget ou dépenses. Si j'ai des comptes à payer cette journée-là ou j'ai des dépenses qui s'en viennent, je le note. Ici, c'est ma to-do list. C'est les petites choses tannantes qui ne devraient pas être une priorité, mais qui doivent être faites. À la fin de ma journée, je m'accorde 30 minutes pour des imprévus et ma to-do list. Puis dans ces 30 minutes-là, j'essaie de faire le plus de ma to-do list que je peux. Ça me donne un peu de temps pour avancer sur les petites choses tannantes sans m'éterniser dessus, sans passer une pleine journée dessus, puis pas mettre du temps sur mes priorités. Je vous l'ai dit tantôt, je me réveille à 4h30. C'est parce que j'ai toute une routine du matin que je suis. Ça, c'est ma décision personnelle, là. Fait que j'écris qu'est-ce que je vais faire le matin, puis j'écris mes tâches personnelles du soir. Puis j'ai une section notes en dessous. Je fais ça tous les matins. Mais je le fais aussi à chaque semaine. Fait que chaque semaine, le dimanche soir, j'ai une grille qui ressemble à ça.
4h30 à 10h chaque jour de la semaine. OK? Et là, je vais voir mon calendrier. Le dimanche soir, je me dis qu'est-ce qui s'en vient cette semaine, puis je le mets dans mon calendrier. Cette semaine, quels sont mes projets prioritaires? Je les note. Je me mets du temps pour des imprévus, je le mets dedans. Puis là, ce qui arrive, c'est si j'ai quelqu'un qui m'écrit et qui dit « J'ai besoin d'une rencontre, s'il vous plaît », soit que je les mets dans ma tranche d'horaire imprévue, ou si c'est plein, je dis « Je suis seulement disponible la semaine prochaine ». Ce qui est très difficile pour moi, okay, parce que j'ai, par exemple, à l'université, 200 étudiants. Fait que tous les jours, mon courriel, ding, 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 ding. Puis j'ai du temps spécifique pour répondre mes courriels aussi. Le matin, l'après-midi et avant de fermer mon ordinateur, je me donne 15 minutes, 20 minutes pour regarder mes courriels. Puis that's it. Sinon, on perd trop de temps puis on ne met pas de temps sur nos projets essentiels. Bon, planning. Ça n'a pas besoin d'être excessif comme moi, là. Je sais que c'est beaucoup, mais pour moi, c'est ça qui fonctionne. Une autre chose dans cette nouveauté, cette nouvelle façon de fonctionner-là, co-créer une charte de fonctionnement, des règles de fonctionnement. Définissez en équipe les gens avec qui vous devez travailler, comment qu'on va travailler ensemble. Puis créer comme des ground rules. OK? Puis quand vous faites ça ensemble, vous co-créez votre charte de fonctionnement. Ça permet de cibler les attentes, de les définir ensemble, puis ça permet de faciliter le travail. Établissez vos priorités communes. Une des choses que je suggère, c'est lorsque vous faites une rencontre pour fixer vos priorités, vos rencontres de planning, faites-le individuellement au début. Donc, vous énumérez en ordre les projets, les tâches prioritaires. Puis par la suite, vous le faites ensemble. Puis vous voyez, est-ce qu'il y a des projets qui tout le monde a mis ou est-ce que tout le monde, c'est différent? Puis si tout le monde, c'est différent, c'est intéressant. C'est à ce moment-là que vous devez vous asseoir et dire, OK, bien, pourquoi tout le monde, c'est différent? Puis c'est pas de penser que everyone else is wrong parce que les gens ont choisi des choses différentes que moi. C'est de savoir que les autres ont différentes raisons que moi. Puis là, à ce moment-là, c'est pour vous de comprendre les raisons des autres. C'est pas une question de right or wrong, c'est une question de quelles sont les raisons qui poussent les priorités. OK? Ensuite, lorsque vous avez créé cette charte de fonctionnement-là, vous avez vos priorités communes. Entendez-vous sur un plan d'action? J'imagine comme organisation, vous devez faire des plans d'action, vous devez savoir à quoi ça ressemble. Si jamais vous ne savez pas, j'ai la documentation, là, c'est quand même assez simple. Mais lorsque vous créez un plan d'action, surtout lorsque c'est collaboratif, vous pouvez aller faire des modifications dans le document puis voir l'avancement du projet. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, je le dis tout le temps, privilégiez les documents collaboratifs. Okay? Lorsque vous êtes en équipe, vous travaillez sur un projet commun, assurez-vous que les documents, vous puissiez collaborer ensemble dessus, vous pouvez aller les modifier, faites des suivis de modification. Comme ça évite que tout le monde travaille sur des documents différents, puis à la toute fin, c'est l'enfer à essayer de tout mettre ça ensemble. Utilisez des plateformes de communication collaborative, donc Skype, Messenger, Slack, peu importe ce que vous utilisez. C'est sûr qu'il y a des moments propices, okay, pour allumer son Skype, là. Si vous êtes en train de vous concentrer sur un projet essentiel, allumez pas votre Messenger, là. Mais pendant des moments où, par exemple, quand vous répondez vos courriels, allumez votre Skype, votre Messenger, Slack, peu importe, puis allez prendre les nouvelles des autres, faites des suivis, etc. Puis les suivis fréquents, c'est très, très, très important. Même si vous n'avez rien à dire,
c'est important de dire « Hey, ça va bien, t'es rendu où? OK, moi, je suis rendu là. On va se rencontrer dans tel ou tel jour, à tel ou tel moment. Continue, etc. » Donc, c'est juste faire un suivi. Même si les suivis sont informels, au moins, ça permet de savoir que tout le monde avance. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on se donne une deadline. Par exemple, je ne sais pas, le 17 août, on arrive le 17 août, puis la moitié des gens n'ont pas fait leur travail, l'autre moitié l'a fait, puis qu'on n'a pas fait de suivi durant la durée du travail. Tandis que si on fait des suivis, ben, ça permet d'éviter des situations comme ça. J'ai aucune idée quelle heure qui est. J'ai l'impression, OK, moi, j'ai parlé beaucoup. Excusez-moi. Mais j'espère que ça a été informatif pour vous. Donc, avant de prendre vos questions, vos commentaires, je vous donne mon information contact encore une fois par courriel. Je vous partage mon téléphone aussi. Comme je l'ai dit dans les autres ateliers, la meilleure façon de me rejoindre, c'est par courriel. Si vous m'appelez puis je ne reconnais pas le numéro, je laisse ça aller directement dans mon voicemail. Donc, si jamais vous voulez m'appeler puis je ne réponds pas, vous me laissez un message, je vous rappelle. OK? Fait que c'est la meilleure façon, définitivement, par courriel. Questions, commentaires. Je sais que c'était beaucoup d'informations, mais j'aimerais vous entendre si jamais il y a quoi que ce soit. Puis je ne vois pas tous les vidéos, fait que, comme si vous voulez prendre la parole, là, faites-le parce que je ne peux pas voir tout le monde en même temps. OK, je vois personne. Est-ce qu'il y a eu au moins un morceau d'information que vous vous dites « Ah, ça, je vais l'appliquer. » OK. C'est lundi, puis on le sent, hein? Moi, j'ai une petite, un petit commentaire que j'ai trouvé que c'était bien quand ce que tu as dit, tu sais, quand ce qu'on est en train d'essayer de travailler ensemble et s'entraider, tout ça, qu'on est tout en train d'apprendre des choses nouvelles en même temps. Soit qu'il y a une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'interagir, puis on est tout en train d'apprendre en même temps. Ça fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, j'ai beaucoup aimé le fait que quand tu as dit, ben, qu'est-ce que ça va être les nouvelles manières avant, c'était de se serrer les mains quand on se rencontrera dans, tu sais, une situation de professionnalisme. Qu'est-ce qui va être les nouvelles manières, tu sais, d'ici à le futur, puis tu as dit, je ne sais point. Tu sais, ça m'a, parce que c'est quelque chose que tu avais souligné dans un autre atelier que si on ne sait pas quelque chose, il ne faut pas avoir peur de le dire. Tu sais, si quelqu'un t'approche avec une question ou un concern, puis on ne sait pas la réponse, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est quand que toi, tu as dit ça, j'ai pensé right on. Comme on ne sait point, on ne sait point. C'est tout du nouveau, mais c'est. Je trouve que tu es bien smart, comme qu'on dit chez vous. Merci. Puis, je vais vous partager, je pense qu'il me tuerait s'il savait que je parle de lui, là. Mais mon chum, on parlait l'autre soir, puis il me disait plein de « what ifs ». Ben, what if que... Qu'est-ce qui arrive si... Nanana. Puis je disais, ben, pourquoi tu te concentres là-dessus, là? On ne le sait pas. On n'a aucune façon de savoir toutes ces choses-là. Tu sais, what if ça dure 1 an? Je dis, ben, ça dure 1 an. Quoi d'autre tu as besoin de savoir? Tu sais, what if qu'on n'a jamais le droit de se donner une poignée de main? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Puis, je pense que lorsqu'on a... Il y a certaines personnes qui ont besoin de contrôle dans des situations ambiguës. Puis, lorsqu'on essaie de trouver des réponses à des questions qu'on ne peut pas répondre, ça nous stresse.
énormément. Ça enlève beaucoup d'énergie où on pourrait le mettre dans le moment présent. Fait que c'est un peu... en fait, une autre citation que j'aime beaucoup, là, c'est un des facteurs explicatifs clés de l'anxiété, c'est le désir de contrôler l'avenir. Lorsqu'on essaie de contrôler l'avenir, ça crée de l'anxiété. Fait que moi, je dirais, tu sais, lorsque vous puis tout le monde le fait, hein, lorsque vous vous retrouvez, puis « Oh my God, what if? Qu'est-ce qui arrive si? Puis qu'est-ce que je vais faire? » Puis c'est de tout simplement reconnaître ça, puis dire « OK, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai la chance de contrôler? » Puis si oui, good, allez faire, tu sais. Si oui, là, puis il y a vraiment quelque chose que vous pouvez faire, ben allez le faire. Mais si la réponse est non, ben là, à ce moment-là, c'est de reconnaître que vous êtes en train de mettre de l'énergie sur un point que ça va... La seule répercussion, ça va être de l'anxiété. Ça va être des difficultés au niveau de la santé psychologique, la santé mentale, la santé physique aussi. Puis ça ne vaut pas la peine. Okay? Je sais, easier said than done, mais à un moment donné, lorsqu'on est capable de reconnaître ces choses-là, qu'on met beaucoup d'accent sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est à ce moment-là qu'on peut modifier nos façons de penser aussi. C'est intéressant, comme tu disais, comme les serrures de main, shake hands et tout ça. C'est intéressant de voir la première fois qu'on voit sur la télévision, je regardais le golf hier, et puis ça, c'était la grosse tradition. Après 18 trous, tu donnes la main à ton partenaire, celui que tu joues avec, puis ils se donnent des coudes maintenant. Oui, oui. Puis ça va, c'était de même, ça va commencer. Le monde va voir d'autres mondes faire de coups, puis... Oui, peut-être. Oui. C'est ça, peut-être. Moi, je sais que les rares occasions que j'ai eu à rencontrer des collègues, j'utilise beaucoup mon non-verbal. Lorsque je me présente vers quelqu'un, je garde ma distance, mais tu sais, gros sourire, puis « Hey, bonjour, ça va bien? Excuse-moi, j'aimerais te serrer la main, mais tu sais, on va se dire un gros bonjour, tu sais, avec, en respectant la distance au lieu, comment ça va? » Tu sais, puis c'est différent, tu sais, c'est comme, tu sais, t'es comme un peu inconfortable parce que t'es pas habitué à ça, mais it's only gonna be awkward if you make it awkward. OK? C'est un petit peu ça que je me dis, là. Tu sais, si j'arrive, puis, tu sais, gros sourire, puis, tu sais, les gens vont se rendre à l'aise beaucoup plus vite que si t'arrives, puis, tu sais, t'es toute incertaine, puis, ou incertain, puis you're awkward, puis... Tu sais, fait que c'est juste de retravailler son introduction, sa présentation quand tu es face à quelqu'un. Puis on va s'habituer, tu sais. On va s'habituer. Puis c'est comme je vais finir avec une anecdote. Mon petit gars, c'est le type de garçon, il est très affectueux, très chaleureux. Lui, il va dire, on a été faire du camping en fin de semaine, il a rencontré peut-être 3 personnes nouvelles. Puis la première soirée, ça faisait quelques heures qu'on était avec eux. Puis j'ai dit, OK, Samuel va dire bonne nuit à tout le monde. Ben, il a fait le tour, là. Bonne nuit! Puis il donne des cols, puis tu sais, il donne des becs. Puis je dis, OK, là, j'ai dit, à cause du virus, puis tout ça, ben, tu peux pas donner tes cols, puis tu peux pas donner tes becs. Puis il comprend pas. Puis je dis, ben, qu'est-ce que tu aimerais te faire au lieu? Puis il dit, OK, ben, peut-être que je pourrais juste faire comme ça. Genre, oui, tu peux faire comme ça c'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne idée. Fait que là, il s'est mis à distance, puis « Bonne nuit, tout le monde! » Puis il s'est tourné vers moi, puis il a dit « C'est-tu correct ça, maman? Je peux-tu avoir le virus? » Je dis « Non, ça, c'est bien correct, Samuel, merci. » Puis là, tu sais, fait que je me dis, c'est juste une nouvelle façon de faire. Puis la nouveauté, ça nous rend mal à l'aise. Puis la nouveauté, on n'aime pas ça, mais on va s'habituer. On va s'habituer, puis ça va être correct. Puis, tu sais, si vous faites une rencontre, là, pour déterminer les règles de fonctionnement,
faites un brainstorm, savoir comment on peut s'accueillir maintenant qu'on ne peut plus se serrer la main. Quelle va être notre nouvelle stratégie? Tu sais, si vous voulez faire ça. C'est toutes des choses qu'on peut discuter. Il n'y a rien qui n'est pas discutable lorsque ça vient aux règles de fonctionnement. Excellent. Ben, là, je vois l'heure, ça avance un peu. Donc, on va juste remercier les participants. Donc, merci à tous pour votre participation. Puis, un grand merci encore une fois à Stéphanie pour cette belle présentation que tu nous offres. Et aussi, un grand merci aussi à toute l'équipe des services en développement économique et communautaire, donc le CEDEC, CDN, pour avoir organisé ça et mettre ça en place. Puis aussi, on vous encourage fortement à vous inscrire. Il nous reste encore des ateliers, notamment mercredi et 2 autres la semaine prochaine. Donc, vous pouvez trouver les liens sur Eventbrite, sur notre page Facebook et puis sur notre site web, cdn.ca. Puis, c'est ça, on vous encourage. Puis, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Parfait. Bye. Bye. Merci.